je voudrais vous montrer à quel point l'évolution est une belle endormie. Et d'abord, vous rappeler que l'évolution, c'est pas quelque chose de très compliqué. Et tous les matins, quand je passe devant la statue de Lamarck, en arrivant au muséum, je me sens un petit peu triste que ce produit des Lumières françaises, de l'époque de l'époque des Lumières, mais aussi finalement ce produit, cette idée qu'avait généré Lamarck, donc un chercheur français, soit si peu opérationnel. Bon, après Lamarck, qui avait remarqué que les espèces changeaient, Charles Darwin a proposé un mécanisme assez puissant qui est le mécanisme de la sélection naturelle ou artificielle, qui trie dans la diversité qui existe à un moment les individus ou les traits les plus adaptés. Mais il y avait un problème dans la pensée darwinienne, c'est qu'on ne sait pas ce qui génère de la diversité. Et à force de trier, il devrait y avoir de moins en moins de diversité. Il va falloir attendre au début du XXe siècle les travaux d'Hugo de Vries sur les zoonotères pour établir la notion de mutation. Il faudra aussi revisiter des travaux certes plus anciens, mais pas compris initialement dans leur dimension évolutive, ceux de Gregor Mendel, qui avaient démontré que les descendants combinent des traits de leurs ancêtres et donc sont nouveaux en termes de diversité combinatoire par les traits qu'ils échantillonnent dans les générations précédentes. Quelque part, ce mécanisme, il va effectivement être l'un des générateurs permanents de diversité. Et pour terminer sur cet aspect, je voudrais juste vous faire remarquer que j'ai mis des fleurs à chaque fois, et c'est encore une de ces très très nombreuses fois où la nouveauté sort de chez ceux qui étudient le végétal. On n'en finirait pas de noter, et dans l'histoire des sciences, le nombre de fois où l'originalité est venue du végétal, sans doute parce que quand on s'intéresse au végétal, on est capable d'une forme de, si j'ose emprunter ce mot à l'anthropologie, d'une révolution sociologique, et de voir autre chose que l'animal, et d'être donc préparé à voir de la différence du neuf par rapport à l'acquis. Bon, ça c'est un propos sans doute de botaniste qui agacera ceux qui ne le sont pas, mais en tout cas, avec tout ça, on a une variation qui est en en continu régénérée par les mutations et leurs combinaisons, on pourrait ajouter les transferts de gènes horizontaux, et on a donc un générateur de diversité qui va contrebalancer le tri, un tri qui dans la théorie synthétique de l'évolution est aussi lié à des mécanismes liés au hasard, c'est la dérive génétique, ou la dérive en général. Mais quoi qu'il en soit, on a ici un mécanisme assez simple à expliquer et à comprendre, auquel la plupart d'entre nous adhèrent, et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien car si on examine un petit peu les choses de près, on s'aperçoit rapidement que ces leçons d'évolution, et pour simples qu'elles soient, et pour admis par tous qu'elles soient, eh bien, ces leçons d'évolution sont souvent perdues. Elles sont souvent perdues dans les discussions de tous les jours. Par exemple, on dit souvent que l'homme descend du singe, alors que l'homme et le singe descendent d'un même ancêtre. On a souvent des abus de langage, hein. On dit que le maïs descend de la théosinte, qui est le plus proche parent sauvage. En fait, ce sont même des populations de mêmes espèces du maïs, mais on dit souvent que le maïs descend de la théosinte, alors que ce n'est pas vrai. Le maïs et la théosinte descendent d'un ancêtre commun. Peut-être était-il plus proche génétiquement de la théosinte, mais tout le monde a le droit d'évoluer depuis l'ancêtre commun. Alors, un autre exemple de raisonnement, de verbalisation qui n'est pas très, très à droite, on entend souvent raconter que les Bernard l'Ermite, ayant le corps mou, se sont réfugiés dans une coquille de gastéropodes morts, et que donc finalement c'est ce corps mou qui les a conduits finalement à se protéger dans une coquille. Moi, je pense, sincèrement, mais je n'ai pas de données fossiles, mais c'est que le plus logique, c'est que descendants d'ancêtres qui étaient minéralisés dans toutes les parties de leur corps, ils ont plutôt dû cesser de minéraliser leur abdomen quand ils ont eu acquis une protection supplémentaire par le biais d'une coquille. Et donc, dans l'histoire du Bernard l'Ermite, on intervertit souvent la cause et l'effet, ou le processus, et en l'occurrence, quelque part, c'est le mécanisme fin de l'évolution qui a conduit ces animaux à avoir et un corps mou et une coquille qui est souvent estourbi. En fait, ça déteint aussi dans le monde scientifique cette histoire-là, et souvent nous avons des visions de l'évolution qui sont un petit peu tordues jusque dans des articles publiés dans des très bonnes revues. Alors, désolé d'épingler ici au passage des collègues que j'apprécie par ailleurs pour l'aspect factuel de leurs travaux, mais vous avez ici une illustration qui est absolument calamiteuse. Et non seulement c'est une illustration qui est calamiteuse, mais en fait, quand vous lisez le texte, c'est réellement la vision qui est calamiteuse. Alors, en fait, le cœur de cette image propose que les différents groupes de plantes
placés ici sur un ou de végétaux terrestres, placés ici sur un arbre phylogénétique, interagissent avec différents groupes de champignons, placés ici sur un arbre phylogénétique. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il y a soit des interactions qui se font, soit des interactions qui ne se font pas. Et la figure, c'est celle-là. Et la figure, elle nous suggère qu'elle a plaqué un temps sur cet arbre phylogénétique et sur le tableau, elle nous suggère que ce qui se passe aujourd'hui dans les hépatiques, c'est quelque chose hérité de l'ordovicien. Ce qui se passe aujourd'hui dans les lycopodes, c'est quelque chose qui nous raconte ce qui s'est passé au Dévonien. Et en fait, et si vous prenez le texte vraiment utilise en fait la notion de fossile vivant, et donc cette image comme le texte nie la capacité d'évoluer, ni le fait que depuis le temps, toutes les lignées ont pu évoluer, elle le dénie à toutes les lignées de plantes, en tout cas d'organismes végétaux terrestres, qui sont sur ce dessin. On a vraiment un problème de manipulation de l'évolution qui va jusque dans des articles scientifiques, mais qui va aussi dans nos pratiques usuelles. En fait, on est des gros maladroits avec l'évolution. Vous savez que la résistance aux antibiotiques est un problème qui va croissant, c'est un problème de santé qui tue aujourd'hui plus de 10 000 personnes par an en France et qui va dans le monde croissant simplement parce qu'on applique les antibiotiques d'une façon qui nous permet de nous soigner à court terme, mais qui, à moyen terme, sélectionne des résistances. Bref, nous sommes maladroits dans notre façon d'utiliser des antibiotiques et nous remportons face aux microbes, face aux bactéries, des victoires à la Pyrrhus, c'est-à-dire des victoires d'un jour qui se retournent contre nous le lendemain. Il y a plein de points de notre gestion de la santé et des écosystèmes où nous faisons des bêtises. Pensez par exemple, mais c'est tout à fait le même mécanisme au fond, à notre façon d'appliquer des herbicides pour se débarrasser des herbes dites mauvaises dans les agrosystèmes. Bien. On a utilisé par exemple beaucoup le glyphosate, mais qui est une cible unique. Et cette cible peut très bien muter et devenir résistante au glyphosate. Le bilan, c'est que quand, après l'introduction du Roundup Ready, c'est-à-dire ce soja transgénique résistant au Roundup, on a commencé à bombarder les agrosystèmes américains avec du Roundup, on a tout purement et simplement sélectionné des résistances. Par exemple, chez cette mauvaise herbe, que vous connaissez peut-être car elle est invasive chez nous, le Conyza canadensis, où on voit augmenter à la fois le nombre de sites où on trouve des individus résistants et le nombre d'hectares couverts par ces individus, simplement parce qu'on a appliqué un herbicide unique et de façon répétée, ce qui a sélectionné des conizas résistants. Alors, les conizas résistants ne sont pas les seuls. Entre 80 et 2015, une trentaine d'espèces sont devenues résistantes aux USA. C'est quelque chose d'énorme, hein, qui fait que dans certaines régions, il n'est plus question d'utiliser le glyphosate. Ça ne sert plus à rien. Ça ouvre juste la voie aux herbes indésirables des écosystèmes qui sont devenus résistants au glyphosate. Vous voyez que c'est encore une victoire à la Pyrrhus. Ça marche le jour J, et le jour J+1, on a perdu un outil. Alors en l'occurrence, pour le glyphosate, on peut discuter la qualité de cet outil. Néanmoins, on l'avait bien perdu. Et je vais vous raconter une autre histoire de sélection de résistants, ce qui va vous montrer que les conséquences de ces résistances sont parfois extrêmement pernicieuses. Je vous emmène aux Pays-Bas, pays de la culture florale, dans lequel effectivement les plantations de fleurs sont très souvent affectées par des champignons, des Aspergillus fumigatus du sol. Alors on a un fongicide qui a le double avantage d'être à la fois assez efficace contre les aspergillus et aussi très peu nocif pour l'homme. Il est de la famille des triazoles, c'est le tébuconazole. Et on l'applique autant que nécessaire, voire même préventivement. Eh bien, figurez-vous que Aspergillus fumigatus est un parasite opportuniste de l'homme, chez qui il provoque des aspergilloses invasives, qui sont en fait des invasions pulmonaires, hein, liées à l'ingestion de spores, à l'inhalation de spores, qui touchent 1,5 million de personnes par an dans le monde et infectent, en fait, grosso modo, un immunodéprimé sur 10 au cours de sa maladie. Donc c'est un problème vraiment majeur, mais là encore, les triazoles fournissent de très bons traitements parce qu'ils sont inoffensifs pour l'homme et plutôt actifs sur les aspergillus. Alors c'est d'autant mieux hein, dans l'homme que comme les aspergillus n'arrivent pas à sporuler dans nos poumons, ils n'ont pas de descendants et donc même s'ils deviennent résistants chez un malade, on risque pas trop de relarguer cette résistance dans le milieu. Bien.
Eh bien, malheureusement, aux Pays-Bas, où on utilise beaucoup du tébuconazole, eh bien, hier, 60% des aspergilloses étaient guéries par les triazoles. Aujourd'hui, seulement 10% sont guérissables, car plus de 90% des infections sont maintenant résistantes au triazole en général, à cause de l'utilisation environnementale du tébuconazole. Par parenthèse, cela reflète un concept assez moderne, le concept One Health, dans lequel, en gros, on se dit qu'un homme ne peut pas être en bonne santé s'il n'est pas entouré d'animaux en bonne santé et d'écosystèmes en bonne santé. Alors, on voit très bien, là, finalement, on a des gestes environnementaux qui nous reviennent dessus et qui sont finalement, en fait, avec des conséquences qui sont médiées vraiment par, tout simplement, des mécanismes évolutifs, répétons-le, admis par tous et extrêmement simples. Je voudrais juste faire remarquer que dans One Health, la notion de santé environnementale, c'est assez bizarre. L'environnement n'a pas de santé, il a plusieurs modes de fonctionnement, dont certains qui sont compatibles avec notre présence et notre santé, et d'autres pas. Et d'ailleurs, je voudrais faire remarquer qu'il manque aujourd'hui dans One Health une pensée forte, écologique et évolutive. Les médecins et les vétérinaires ont opéré une connexion forte au niveau de One Health, mais ça manque encore d'écologistes et d'évolutionnistes. La preuve, c'est que dans le choix même du mot, la notion de santé des écosystèmes dans une seule santé, il y a une forme de maladresse par rapport au fait que la santé est une propriété des organismes et pas des ensembles d'organismes. En tout cas, que sont les écosystèmes? En tout cas, le concept est néanmoins intéressant, même s'il est mal étiqueté, extrêmement prometteur, pour autant qu'on y mettra de l'évolution, et cela, ça reste à voir. Je voudrais terminer dans les catastrophes bien organisées par nous-mêmes, les catastrophes du lendemain bien organisées par une gestion trop quotidienne, trop court-termiste, qui ne prend pas en compte l'évolution, par quelque chose qui va peut-être vous choquer. Moi, je capture aussi des petites crevettes et des petits coquillages. Alors c'est interdit, il y a une taille réglementaire. Quand vous pêchez par exemple la coque avec un râteau, vous avez une largeur de dents du râteau qui fait que vous ne pouvez pas prendre les plus petites coques. On nous dit toujours que, par principe, si un coquillage, un crustacé ou un poisson est à la limite réglementaire ou tout juste au-dessus, on le rejette à l'eau. Vous le rencontrerez, nous dit ce site web, peut-être dans quelques centimètres. Il ne sera que meilleur dans l'assiette. Alors je ne sais pas s'il sera meilleur parce que le goût des organismes les plus âgés n'est pas forcément meilleur, mais en revanche, effectivement, il sera plus gros le lendemain. Mais qu'est-ce qui se passe à ce petit jeu? Tous les nains se reproduisent beaucoup plus, évidemment, que ceux qui atteignent une taille adulte supérieure à la taille de capture. Et cette histoire-là est en train de nous jouer des tours. Dans plein d'écosystèmes, la taille des proies, surtout là où on surpêche, est en train de s'écrouler. Et par exemple, pour les sardines, en 10 ans, les sardines de 1 an sont passées dans le golfe du Lion de 13 à 10 cm, elles pèsent 3 fois moins, et dans le golfe de Gascogne, elles sont passées de 18 à 14 cm. Là, l'effet est un peu moins prononcé, mais elles pèsent quand même 2 fois moins. C'est une vraie catastrophe organisée par une réglementation pensée pour protéger la ressource. Vous voyez que, en fait, c'est assez logique d'un point de vue évolutif que ça ce soit catastrophique, mais simplement, on ne gère pas ça parce qu'on ne voit pas le long terme et parce que cette histoire de théorie de l'évolution, on l'a intégrée, oui, oui, on l'a intégrée, mais on ne l'applique pas. C'est une sorte de décor inutile. Alors, il y a quand même des cas où implicitement, on voit que ce PowerPoint a été préparé dans la hâte, désolé de la coquille, il y a des fois où on gère bien les choses, il y a implicitement de l'évolution, mais vous allez voir, ce n'est pas forcément non plus une bonne nouvelle. Dans la trithérapie, par exemple, qui est quelque chose de développé largement empiriquement, dans la trithérapie, disais-je, on utilise 3 drogues. Alors pourquoi 3 drogues à la fois, 3 antiviraux, plutôt qu'un? Déjà, précisons que ces 3 antiviraux ont des cibles différentes. Alors réfléchissons un petit peu. Si l'on imagine que la probabilité de mutation, alors je vais faire simple, hein, c'est peut-être un petit peu pas élevé, mais je vais le faire avec des chiffres qui ne sont pas forcément à l'avantage de ma démonstration, vous allez voir, elle tient quand même. Supposons que la probabilité d'une mutation favorable, résistante par exemple au ténofovir, dans le virus du sida, soit de 10-6. Ce virus qui sera résistant, ce mutant qui sera résistant au ténofovir se fera détruire par les autres antiviraux que l'on prend. Le seul mutant qui pourrait résister à la trithérapie, c'est celui qui par chance à un moment acquiert les 3 mutations. 3 mutations indépendantes, chacune de probabilité 10-6, ça fait une probabilité de mutation de 10 puissance moins 18, une chance sur 1 million, 2 millions, 2 millions.
Alors, la probabilité ne veut rien dire. Il faut toujours, et ça c'est un truc qui aujourd'hui est difficile à expliquer aux gens dans le contexte pandémique où nous sommes, mais qui nous commande de vacciner tout le monde, parce que ce qui compte dans une population par rapport à une mutation qu'on veut éviter, c'est le nombre d'individus de la population. Alors, je n'ai pas trouvé le titre des individus infectés. Je ne sais pas quelle est leur euh, euh, charge virale, mais de ce que j'ai lu, je pense qu'en comptant qu'un individu infecté contient 1 million de virus, de particules virales ou de particules provirales, de génomes proviraux de sida, on est honnête. Donc, ça veut dire que dans une population que porte un individu malade du sida, il y a 1 million de virus, et donc il y a une chance sur 1 million de millions d'avoir un virus qui porte les 3 résistances. Et ça, ben, c'est trop peu pour se produire. Et la trithérapie est un exemple de ce qu'on appelle un mur sélectif. Il n'y a pas de façon de passer au travers. Et dans l'évolution, on sait très bien que dans la coévolution entre les espèces, il y a des fois des espèces qui trouvent un mur sélectif qu'elles opposent aux autres, et que c'est souvent une cause d'extinction. La variole, par exemple, a passé un mauvais quart d'heure avec nos méthodes de lutte, même si dans ce cas-là, il y a de l'évolution culturelle et pas que de l'évolution biologique. Ce que j'appelle un mur sélectif, c'est une disposition où un organisme n'a aucune chance d'évoluer pour le surpasser. Les murs sélectifs, comme la trithérapie, ben, c'est plutôt empirique que théorique, ce qui a mené à la trithérapie. Et vous allez voir qu'en matière d'empirisme, il y a des agriculteurs qui ont fait très bien il y a très longtemps, et là encore empiriquement. Je vous présente des travaux de Jean Benoît Morel, qui se trouve au premier plan ici, et de son équipe de l'UMR BGPI à Montpellier. Ils étudient une maladie fongique, un champignon qui affecte le riz et détruit chaque année une quantité conséquente de riz. Et il s'y intéresse notamment au Yuanyang, une partie de la Chine tout à fait au sud, qui est une partie qui est non seulement une zone de très ancienne riziculture, mais également la zone d'origine non seulement du riz indica, mais également du pathogène lui-même, du fameux Magnaporté grisea. Et il y a une région donc dans le Yuanyang où on cultive un mélange des deux espèces de riz qui existent, le riz japonais et le riz d'Inde. Et pour le coup, ce mélange-là, il est cultivé là depuis au moins une centaine d'années, avec des rendements qui sont quand même assez de bonne qualité, puisqu'on est sur 5 à 7 tonnes par hectare et par an. Mais en l'absence complète de fongicides. Comment cela est-il possible? C'est la question qu'ils se sont posée. Ils se sont rendus compte que les champs étaient hétérogènes. Par exemple, ils étaient hétérogènes dans les espèces de riz présents. Et quand ils isolent des spores venant d'un individu de Japonica malade et qu'ils les inoculent à du Japonica ou à du Indica, ils s'aperçoivent que cela réussit souvent assez bien sur les Japonica qui sont présents dans le champ, mais moins sur les Indica. Quand ils isolent des spores sur Indica et qu'ils les inoculent à des Japonica ou à des Indica du champ, ils s'aperçoivent que ça marche bien sur Indica, mais moins bien sur Japonica. Eh bien, vous avez là le motif. Même à l'échelle intraspécifique, vous allez voir qu'il y a de la diversité. Et en fait, il y a une telle diversité que le riz, l'individu, de Magnaporté, l'individu fongique qui réussit sur un pied, eh bien, il a peu de chances de réussir sur le pied voisin. Et ça, ils ont montré qu'en fait, il y avait une forte diversité, non seulement donc il y a 2 espèces, mais une forte diversité génétique, car les gens dans le village échangent des graines avec les villages voisins et ressèment toujours tout sans cesser d'utiliser aucun stock de graines. Ils ont même 2 règles. On donne toujours des graines à quelqu'un qui vous en demande et on ne lui donne pas de conseils en lui disant que c'est mieux que ses graines. Dans des villages, Pékin a essayé d'introduire des lignées élites, des lignées modernes, donc génétiquement très homogènes de riz, et a tenté d'encourager les agriculteurs à ne plus utiliser les variétés traditionnelles. Et là, c'est la catastrophe. En fait, il y a besoin de fongicides parce qu'on est sur un contraste entre des populations hétérogènes en espèces, mais même au sein de l'espèce, et des populations homogènes. Regardez plutôt ce qui se passe quand on sème 2 variétés, AQC et Yongyang, soit en mélange dans un champ de village traditionnel, soit en mélange avec les semailles d'un village moderne,
qui d'ailleurs sème de la QC du Yongyang. Eh bien, vous voyez que les dégâts sont plus importants, simplement parce que la diversité génétique en fait au champ fait écran à la propagation des champignons dans les champs hétérogènes, alors qu'il n'y a pas de propagation, il n'y a pas de problème dans un champ homogène. Les quelques individus adaptés, ensuite, ils ont un boulevard devant eux, un boulevard d'AQC ou un boulevard de Yongyang. Et vous voyez que c'est vrai pour non seulement Magna porté oryzé, donc l'agent pathogène dont je vous parlais, mais aussi deux autres champignons, une rouille et un oïdium, qui font également moins de dégâts dans des paysages hétérogènes. La construction de paysages hétérogènes, Attends, c'est j'ai 20 quelque minutes. chose, oui, j'ai presque fini, qui construit des murs sélectifs. Alors, ces murs sélectifs, hein, nous les sommes proposés à nous-mêmes, car en Occident, nous avons une chute terrible de fertilité masculine. On a 60% de volume d'éjaculat chez les hommes en moins, avec 60% en moins de spermatozoïdes fonctionnels depuis les années 70. Et ça corrèle pas mal avec la présence dans notre environnement de molécules, par exemple des pesticides, mais pas seulement, hein, aussi des additifs alimentaires ou des produits ménagers que l'on retrouve notamment dans les urines. Et on voit que plus on est exposé à ces substances, moins les hommes sont fertiles. Et nos compagnes, d'ailleurs, ont aussi des problèmes de fertilité qui font que la fertilité occidentale n'est pas à la fête et elle continue de s'écrouler. Nous nous sommes en fait mis un mur sélectif devant nous, car nous nous sommes mis dans notre environnement des molécules extrêmement diverses, auquel aucun d'entre nous est parfaitement adapté. Alors on n'en meurt pas, mais on en est malade. Et je vous laisse méditer ce chiffre-là, qui est absolument catastrophique et qui est lié aussi à toutes ces molécules auxquelles nous ne sommes pas adaptés. Vous voyez que les murs sélectifs, on les a dressés dans des agricultures traditionnelles de façon empirique, en médecine de façon empirique, mais on les méconnaît tellement qu'on se les a aussi dressés à nous-mêmes. Ces murs sélectifs, ce sont demain des outils. Si nous comprenons l'évolution de notre gestion de la santé et des écosystèmes, mais ce ne sont en rien des choses anodines, on ne peut pas les ignorer, car si on se les applique à nous-mêmes, eh bien, on ne pourra que se plaindre que la marque n'ait pas été comprise. Et je vais rentrer en l'antenne en vous proposant un défi. Vous voyez que finalement, nous sommes dans une situation où nous avons finalement la théorie de l'évolution sous la main, mais nous ne l'utilisons pas. Et nous sommes dans une situation typique pour Biogé, où nous avons quelque chose qui est un trésor si on l'utilise en anticipation, mais tant que les citoyens, les décideurs, les agriculteurs, les médecins n'y sont pas formés, ne l'ont pas pris en main comme une seconde peau et non pas comme un décor, eh bien ça ne sert à rien. Et le défi que je vous pose, c'est de me trouver une seule chose. Le défi est ouvert depuis 2 ans, personne, il y a une bière à gagner, personne n'a gagné la bière, donc elle est encore à gagner. C'est de trouver une chose qu'on aurait faite, qu'on n'aurait pas faite, pardon, si on n'avait pas eu la théorie de l'évolution. Non pas des explications qu'on donne à des phénomènes, mais une chose qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas eu la théorie de l'évolution.